Salut les taupiens! Ça fait des années, si ce n'est pas depuis le premier jour que je me suis lancé sur YouTube, que je voulais traiter cette thématique sur cette chaîne. Et j'ai beaucoup réfléchi et je pense que désormais, il est temps d'en parler avec vous. Est-ce que Disneyland Paris est dans une panne créative? Pourquoi y a-t-il un désamour aussi fort entre le public de fans d'Averti et Disneyland Paris? Je le traite maintenant parce que ces derniers temps, c'est impressionnant. Le nombre de commentaires sur mes dernières vidéos, particulièrement depuis la D23, je vois bien une exaspération de la communauté des fans Disney et en même temps, et c'est paradoxal, je vois bien aussi que mon audience s'élargit, mais que s'élargit en même temps que cette audience un mécontentement de la communauté que j'ai essayé de comprendre et que j'ai fini par comprendre. Ces derniers temps, j'ai donc peaufiné cette vidéo, notamment après avoir visionné celle de First Drop qui s'appelle Disneyland se fout de notre gueule, qui était clairement un regard plus extérieur au sujet puisque ça faisait un long moment que apparemment il n'était pas entré dans le parc. Une vidéo d'un peu moins de 30 minutes qui résume en fait l'exaspération générale et que j'ai trouvé hyper intéressante. Mais pour moi, la masterclass dans cet exercice, c'était bien sûr la vidéo de Johan qui avait dépassé les 100 000 vues. C'est une vidéo, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle date déjà d'il y a 6 ans. Et puis pour moi, c'était une vidéo bien sûr factuelle. Il y avait un vrai exercice journalistique, mais il y avait surtout aussi une sorte de mélancolie, de nostalgie qui s'était installée au fur et à mesure de la vidéo. C'était presque artistique pour moi, ça m'avait profondément marqué. Et je salue d'ailleurs Johan qui regarde la chaîne très régulièrement et que j'apprécie énormément. Est-ce que Disneyland Paris est dans une panne créative? Bien sûr que oui. Et ça s'explique par deux raisons majeures et j'ai identifié une troisième raison que je vais développer avec vous dans cette vidéo. Mais d'abord, on est obligé de regarder dans le rétroviseur et de comprendre pourquoi et d'où vient Disneyland Paris. C'est un parc qui a toujours été en souffrance. Et même si le public ne s'en rendait pas compte et qu'il était très heureux de le visiter à une époque, en réalité, pendant des années, ça a été un gouffre financier basé sur une structure qui était peu fiable et très endettée dès le départ. C'est Michael Eisner qui décide de développer Disneyland Paris. C'est son grand rêve. Michael Eisner, pour nous les fans français, et encore plus pour ceux de ma génération, on lui doit beaucoup de choses. Parce qu'on lui doit le deuxième âge d'or de l'animation et on lui doit Disneyland Paris en Europe, qui pensait être le futur Walt Disney World de l'Europe. Puis Michael Eisner, c'est quelqu'un qui aime énormément se mettre en scène. Il s'identifie comme Walt Disney, mais New Generation. Et en plus, il n'était pas à l'origine de la Walt Disney Company, puisqu'il venait du studio Paramount. Et donc, c'était une sorte de mégalomane, qui heureusement d'ailleurs, s'était allié à Frank Wells, qui a co-dirigé avec lui la Walt Disney Company et qui était un peu l'esprit qui le canalisait. Michael Eisner veut créer Disneyland Paris et pour ça, il duplique le concept du Magic Kingdom pour l'Europe, mais dans sa taille d'origine, tel qu'il a été pensé en Californie et en Floride. Et dès l'ouverture, Disneyland Paris plonge toute la Walt Disney Company dans le rouge. Les tarifs sont trop chers, les hôtels sont trop vides, les visiteurs européens viennent avec des pique-niques et ne dépensent pas beaucoup d'argent sur place. Mais en fait, le public ne se rend pas compte du tout de ça. D'un côté, vous avez cette crise financière qui est racontée au JT, mais de l'autre, vous arrivez à Disneyland Paris, vous voyez un parc qui est neuf, avec les attractions les plus avancées de la Walt Disney Company à l'époque, et puis surtout un parc qui va continuer à se développer dès les premières années d'ouverture. 1994, la fameuse extension du Pays des Contes de Fées dont on a déjà parlé il y a quelques temps. Un an plus tard, la création de Space Mountain, et dès l'ouverture d'Euro Disney, on parle déjà de ce futur Walt Disney Studio qui s'appelait Disney MGM Europe, qui venait d'ouvrir en Floride, qui a certes été retardé, mais dont le projet a quand même été lancé à la fin des années 90, ce qui a permis d'entretenir cette sensation auprès du public que le parc continuait d'avancer et de se développer. Dites-vous que jusqu'en 1998, Euro Disney, donc la société qui n'appartenait pas totalement à la maison mère, ne reversait pas de droits de licence. C'est comme si Oriental Company, qui détenait Tokyo Disneyland, n'avait pas reversé de droits de licence pendant plusieurs années. C'était faire le trait sur une quantité abyssale de revenus. Mais encore une fois, jusqu'à la fin des années 90, le public ne se rend compte de rien. Il voit un parc neuf qui continue de se développer. Et pour faire bonne figure et pour prouver que Disney a toute sa place sur le marché européen, ça va être la course de ce que j'appelle la course du ticket. Faire venir un maximum de visiteurs pour maintenir cette position du premier parc européen qu'ils ont eu très vite de toute façon. Cette époque même où vous pouviez gagner des passes annuelles dans des paquets Kellogg's. C'est fastueux pour le visiteur, mais c'est un gouffre pour les dirigeants. Petit à petit, les visiteurs vont se rendre compte qu'il y a un souci. Et ce, donc du coup, dès 1999, lorsque la construction du Walt Disney Studio est annoncée. Le parc ouvre en 2002, mais c'est pas un parc véritablement terminé. Et la moitié de ce parc n'aide pas
l'ensemble du resort et même de la Walt Disney Company a bien se restructurer. Même s'il y a bien sûr une part de déception du public, le parc, certes tout petit, est neuf, avec une attraction emblématique qui est le Rock'n'Roller Coaster. Très peu de temps après l'ouverture du parc, dès 2007, on annonce des plans d'extension, donc une vision pour le Walt Disney Studios avec l'arrivée régulière de nouvelles attractions. Il y a bien sûr l'arrivée du Hollywood Tower Hotel, Crush Coaster, Cars, Toon Studio, dans une seconde phase, Toy Story Playland, et puis après c'est Ratatouille. Tous les 2-3 ans, grand maximum, vous avez une nouveauté au Walt Disney Studios ou même des zones entières qui ouvrent. Et puis après l'ouverture de Ratatouille, on traverse une période sombre et c'est là le début du désamour avec le public. Et d'ailleurs, cette période de 2015-2016, à mes yeux, est la pire période de l'histoire des parcs Disney. Bien pire même qu'aujourd'hui, je dirais, puisqu'à cette époque-là, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer au Walt Disney Studios. On annonçait que des rénovations. On est resté comme ça entre 2014 jusqu'à 2018 sans vraie annonce de nouveautés. Et puis, il y avait des attractions qui ont été fermées parfois presque 2 ans, si je dis pas de bêtises. Big Thunder Mountain, ça a été fermé pendant un temps incroyable. River of America avait été complètement vidé. Ensuite, ça avait été autour de Phantom Manor, pareil, une très très longue réhabilitation. Et puis, c'était la première étape vers les augmentations du prix des tickets, à la fois pour les visiteurs ponctuels, mais aussi pour les passes annuelles. C'était le début de la gronde, mais avec le décalage, ce n'était que les prémices de ce qui s'est passé ensuite. Ce qui se passe ensuite, c'est le rachat d'Euro Disney. C'est-à-dire que la Walt Disney Company souhaite à nouveau détenir complètement Euro Disney, parce que la structure financière était plus rassurante, que le resort commençait à montrer des meilleurs signaux de bonne santé. Et donc désormais, Disneyland Paris n'est qu'une brique, et une petite brique, de la division occidentale des parcs Disney. Ce qui nous amène donc à aujourd'hui. Pourquoi Disneyland Paris est donc désormais dans cette espèce de blocage créatif? Au-delà de la panne créative, il y a aussi une panne de développement à Disneyland Paris de manière générale. Le resort ne connaît plus la même dynamique d'extension et de nouveauté qu'il a connue à une époque. Pourquoi? La première raison, c'est toute la stratégie de Disney Parks. Et quelle est la stratégie de Disney Parks pour Disneyland Paris? Aujourd'hui, le constat, il est simple. Disneyland Paris est trop grand. Et surtout, Disneyland Paris n'est pas terminé. Et donc, Disneyland Paris est pris non pas comme un resort, mais plutôt comme un seul et même parc. Et donc, il est développé de cette façon-là. C'est pour ça que le premier parc ne bénéficie pas d'extension ou de nouveautés majeures depuis la fin des années 90. Tant que le second parc n'est pas terminé, il faut le penser comme un seul et même parc. Donc, la Walt Disney Company retarde volontairement la croissance du premier parc parce que ce serait à nouveau peut-être positionner le resort dans une situation financière trop compliquée. C'est fou parce que ce Disneyland Park, ce Magic Kingdom, était l'un des plus avancés et des plus finis au monde et petit à petit, il perd son avance, il devient vieillissant, parfois mal entretenu à certains endroits et l'un des plus mal exploités aujourd'hui des parcs Disney occidentaux. Quand est-ce que le second parc sera terminé? Ce second parc, il sera terminé lorsque ce Land Roi Lion ouvrira. Et c'est pas pour tout de suite. Et donc Disneyland Paris ne bénéficiera alors que de rénovation et de réenchantement de ce qui est déjà existant. Là, je vous parle vraiment de Disney Parks et de leur filiale Walt Disney Imagineering. C'est le choix qui a été fait pour Disneyland Paris pour les attractions. Le management et la direction de Disneyland Paris a une marge de manœuvre trop faible parce que c'est des investissements qui sont directement décidés par Bob Iger. Et donc on en vient à la deuxième raison de la panne créative de Disneyland Paris en ce moment. Là, on en vient en fait à la gestion du parc et à la présidence d'Euro Disney et de Disneyland Paris. Je parle là bien sûr de Natasha Rafalski. Il y a eu beaucoup de présidents de Disneyland Paris. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même s'ils n'ont pas cette marge de manœuvre immense sur le développement de nouvelles attractions, ils ont néanmoins chacun leur méthode de management et leur vision pour le resort. Et la vision de Natasha Rafalski, elle est plus que claire, il n'y a pas de jugement personnel, mais elle a plusieurs fois employé ce mot, particulièrement devant les cast members, elle a utilisé le terme de la prudence. C'est la prudence qu'elle réserve à Disneyland Paris. Elle connaît bien la destination, puisqu'elle a été cast member d'abord à Disneyland Paris dès 1995. Elle a aussi participé au lancement de Shanghai Disneyland. Elle a participé aussi à l'arrivée de Catherine Powell lorsqu'elle était elle-même en charge des finances. Et donc là, on touche du doigt sa vision pour le resort. Elle a gardé sa vision financière pour le resort et c'est probablement l'une des seules visions qui l'anime. La prudence, bien sûr, c'est une vertu et surtout lorsqu'on est dirigeant de grandes entreprises. Mais là, je vais vous poser une question à laquelle vous avez forcément la réponse. Est-ce que vous pensiez que des gens comme Michael Eisner ou même tout simplement Walt Disney étaient des gens prudents? Et quel était le principal problème de Walt Disney? Walt Disney parle dans une interview du rapport qu'il a à l'argent. C'est un rapport catastrophique. Parce que évidemment que pour développer les univers Disney, que ce soit dans les parcs ou même au cinéma, il faut énormément d'argent et beaucoup plus que pour n'importe quel autre parc à thème ou n'importe quel autre studio. Walt Disney a toujours été à la recherche de nouvelles technologies, de nouveaux
moyen de divertir et ça évidemment c'est hors de prix, au point même qu'il a hypothéqué sa maison. Et donc bien sûr il était entouré. Autour de lui il y avait des gens prudents. Et pour Walt Disney c'était bien sûr Roy Disney qui a fait preuve de beaucoup de prudence et qui a freiné les envies parfois farfelues de Walt Disney. Et pour Michael Eisner il y avait aussi un binôme, c'était Frank Wells qui d'ailleurs est décédé alors même qu'il était toujours à la tête de la Walt Disney Company et qui a probablement créé une crise de leadership aussi à la Walt Disney Company parce que Michael Eisner seul aux manettes, c'était peut-être pas très prudent. Et Natasha Rafalski, elle est dans cette prudence ensuite qu'a insufflé Bob Chapek à tout le reste de la Walt Disney Company, qu'elle connaissait bien aussi puisque Bob Chapek, c'était lui qui était en charge des parcs avant d'accéder à la tête de la Walt Disney Company. Donc elle a poursuivi cette vision. Sa vision, c'est quoi? Et elle est simple. C'est que quand on est devant le rapport financier de Disneyland Paris, on est face à le coût d'exploitation du parc, qui est astronomique, parce qu'un parc Disney à exploiter n'a rien à voir avec un parc Astérix. Elle voit ce coût d'exploitation. Et de l'autre, elle voit son chiffre d'affaires qu'elle doit restituer à la Walt Disney Company. Et donc, c'est simple. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a toujours fait en sorte de maîtriser son coût d'exploitation et de maximiser son chiffre d'affaires, puisque c'est l'une de ses seules marges de manœuvre. Et donc, elle a profondément augmenté le prix des tickets, le prix des produits dérivés, elle a fait exploser le prix des nuitées, elle a supprimé plein de services, certains qui étaient parfois gratuits, d'autres qui étaient payants mais qu'elle a fait exploser. C'est une vision court-termiste mais mécanique et qui fait toujours ses preuves puisque Disneyland Paris restitue désormais régulièrement plutôt de bons résultats à la Walt Disney Company. Un peu comme un chef d'État qui aurait été nommé mais pas élu, elle accepte les conséquences de l'impopularité parce que malheureusement il y a une dégradation des conditions de travail des cast members, parce qu'il y a une inflation du prix et donc forcément une exigence de la clientèle qui augmente et il y a une mise à l'écart de la clientèle précédente qui était plutôt la clientèle francophone et française au profit d'une clientèle étrangère plus riche et puis désormais un gouffre entre elle et les fans puisqu'elle a complètement coupé les événements qui étaient un peu réservés à la communauté comme les soirées privées et puis bien sûr l'inflation des passes annuelles avec la perte de tous les avantages. Le but c'est de rendre chaque offre et service de Disneyland Paris ou produit rentable. C'est ça l'objectif. Et parfois d'ailleurs cette prudence l'a conduit à l'imprudence. Elle a fini par se prendre une amende avec cette fameuse histoire de la plateforme de réservation qui n'était pas dans le contrat d'origine des passes annuelles. Bob Chapek par exemple, il a fait ça à plus grande échelle, il l'a fait sur l'ensemble du business de la Walt Disney Company. Le problème c'est que ce manque d'investissement, ce manque de vision et cette volonté juste d'optimiser tout le temps les coûts d'exploitation et de rendre toujours tout plus cher sans rien proposer de nouveau, l'a conduit vers la sortie bien entendu. Au bout d'un moment ça a plus qu'inquiété les actionnaires parce qu'au premier frémissement de cette stratégie, lorsque à un moment donné ça faisait plus ses preuves parce qu'au bout d'un moment, vous atteignez forcément un plafond et une saturation, et bien ça a entraîné son départ. C'est pas tout à fait le même cas de figure pour la présidente de Disneyland Paris, puisque la Walt Disney Company a décidé d'investir avec ces fameuses attractions dont on parlait tout à l'heure. C'est juste que ça se fait sur un rythme qui n'est pas le même que dans le reste des parcs occidentaux. Ce qui nous amène donc à la troisième raison. Pourquoi Disneyland Paris est dans une panne créative? Parce qu'en réalité, hormis les parcs de la Oriental Company au Japon, toute la Walt Disney Company est dans une panne créative. Ce qui pose même en fait la question du leadership en ce moment même. Est-ce que Bob Iger est toujours, à ce jour, le bon président de la Walt Disney Company? Il a clairement insufflé une stratégie autour des licences. Il n'y aura plus dans les parcs Disney de développement d'attractions autour d'univers qui ne viendraient pas des studios. Et en réalité, c'est toujours les mêmes personnages qu'on remet en avant. Les princesses des années 2010, uniquement du Frozen, du Roi Lion, beaucoup de Marvel et de Star Wars. C'est très répétitif et ça enferme en fait les parcs Disney dans une sorte de boucle dont ils ne sortent plus. Et surtout, Oriental Company, qui est le seul parc à vraiment gérer sa vision créative d'une autre façon, montre qu'en réalité, on peut faire autrement et on peut développer les parcs Disney d'une autre façon. Néanmoins, je reste optimiste pour Disneyland Paris. D'abord parce que l'industrie créative, comme toutes les industries, c'est cyclique. Et donc ce faste reviendra un jour. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vision claire pour le parc que moi, je n'ai pas toujours connue. Quand vous veniez sur le parc en 2015-2016, vous veniez sur un chantier où certes les prix étaient plutôt bas, vous n'aviez aucune idée dans les 10 ans de ce qui pourrait ouvrir. Et il aura fallu attendre 2022 pour l'ouverture du Avengers Campus. Donc là, c'était une période qui était clairement longue. Là, au moins, on peut voir en temps réel le parc se développer à une vitesse certes lente dont on a déjà parlé, mais néanmoins, ça se développe. Le deuxième point qui me rassure, c'est que l'industrie du loisir en Europe est extrêmement dynamique. Et ça, vous le mentionnez souvent en commentaire. Et c'est ça qui poussera un jour ou l'autre Disneyland Paris à se développer plus vite. Disneyland Paris étant lui-même aussi plutôt en bonne santé, ça crée une dynamique qui poussera le parc à se développer. Voilà, je voulais vraiment terminer sur cette note positive, même si je ne peux pas ignorer ce désamour qu'il y a. C'est impressionnant. Sur ma dernière vidéo,
il y a 98% de commentaires négatifs sur l'annonce d'un nouveau restaurant au Disney Village. Et ça fait ça quasiment à chaque fois, à chaque annonce, à chaque développement. Et en même temps, quand vous traitez l'univers des parcs à thème, c'est quand même Disney qui est un gros catalyseur d'audience. C'est probablement une des communautés les plus larges. Donc les gens ont un rapport particulier à l'univers Disney parce qu'ils ont aussi ce rapport avec les personnages qui ont bercé leur enfance ou leur adolescence. En tout cas, je suis très curieux d'avoir votre point de vue en commentaire. N'hésitez pas à me partager vos impressions sur ce sujet-là. Et d'ici que Disneyland Paris sorte de sa petite panne créative, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!